Étaient les réponses aux questions des analystes de la conférence de presse des résultats de Rémi Cointreau. C'est ce que nous allons voir ensemble dans cette vidéo. Pensez à vous abonner à la chaîne, activer la cloche si ce n'est pas déjà fait. Et on commence tout de suite avec cet article. Alors, la session des questions-réponses du 4 juin 2025 de Rémi Cointreau, dirigée par Éric Vallat, directeur général, Lucas Marotta, directeur administratif et financier, et Marie-Amélie Deleuze, présidente, a permis de faire le point sur les performances, les défis et les perspectives du groupe dans un contexte économique et géopolitique complexe. Voici un résumé des principaux thèmes abordés. Alors, d'abord, on commence par la performance et les tendances aux États-Unis. Éric Vallat a souligné une amélioration séquentielle des tendances de déstockage aux États-Unis avec des déplétions proches de la stabilité, bien qu'encore légèrement négatives. Alors, il faut savoir qu'aux États-Unis et en Amérique du Nord, le système de distribution de l'alcool est particulier. C'est un héritage de la prohibition. En fait, on a des détaillants qui se fournissent auprès de grossistes qui, eux, se fournissent auprès des producteurs. Donc, quand on parle de déplétion, on parle de la réduction des stocks chez les détaillants. Les actions sur les prix, notamment pour le VSOP, donc VSOP, c'est Very Superior Old Pale, on va dire une variété de cognac, commencent à porter leurs fruits, même si elles ne sont pas encore pleinement mises en œuvre. Cependant, il est encore trop tôt pour affirmer que les ventes au détail sell-out suivent cette tendance. Alors, déplétion, c'est réduction des stocks chez les grossistes et sell-out, c'est chez les détaillants. Les stocks sont jugés sains avec une réduction de 100 millions d'euros sur 3 ans à l'échelle mondiale, dont 50 millions attribués à un déstockage volontaire. Éric Vallat reste confiant dans la capacité du groupe à rebondir, estimant que la situation actuelle est en partie cyclique, bien que durable. Ouais, le cycle commence à durer un peu trop longtemps sur le déstockage aux États-Unis. À mon avis, il y a un changement quand même de tendance de consommation et assez structurellement, j'ai l'impression que la consommation d'alcool et de cognac notamment va baisser. Impact des tarifs douaniers. Donc ça, c'est un sujet important parce que au sein de la guerre commerciale, Rémy Cointreau, alors les spiritueux sont très touchés, mais les cognacs encore plus. Donc Rémy Cointreau en fait les frais. Lucas Marotta a abordé les scénarios liés aux tarifs douaniers sur les importations européennes, estimant un impact brut d'environ 20 millions d'euros par tranche de 10% de droits de douane. Cependant, le groupe travaille à atténuer cet impact, visant à réduire l'effet net de 100 millions à 65 millions d'euros en combinant des mesures en Chine et aux États-Unis. Par exemple, produire localement au lieu d'importer. Une reprise des volumes et des ventes est considérée comme une arme clé pour contrer ces pressions, mais ça, il faudra attendre que le cycle se retourne. Lucas Marotta a également noté que sans tarif, les prévisions incluent une expansion de la marge malgré des coûts exceptionnels non récurrents de 20 millions d'euros. Mais bon, c'est bien, mais ça va être une présentation à chaque fois de résultats ajustés, des effets des tarifs douaniers ajustés, des effets de la guerre commerciale, etc. Mais à la fin, ce qui reste, c'est quand même impacté. Et donc, ces résultats ajustés ne voudront pas dire grand-chose, à mon sens. Surtout si la guerre commerciale et les tarifs douaniers sont assez durables et structurels. Perspective pour la catégorie cognac. Interrogé sur le manque de dynamisme dans la catégorie cognac, Éric Vallat a expliqué que le problème n'est pas uniquement lié au prix, bien que les seuils psychologiques, par exemple un VSOP sous les 50 $ aient un impact. Une baisse agressive des prix par certains concurrents n'a pas nécessairement stimulé les volumes. Donc, il n'y a pas d'élasticité prix en fait, et on ne peut pas miser sur une baisse des tarifs pour essayer d'augmenter les volumes. Donc c'est compliqué, hein. Et le défi principal réside dans le recrutement de nouveaux clients, en particulier pour le VSOP qui repose sur une clientèle historique, notamment afro-américaine, plus touchée par le contexte macroéconomique. Puisque aux États-Unis, ce sont les populations qui ont forcément le moins de pouvoir d'achat, et donc qui coupent en premier ces dépenses qui sont complètement discrétionnaires. Rémi Cointreau prévoit d'investir dans la communication et les actions 360 degrés, donc les actions de marketing, pour renforcer la désirabilité et élargir la base de clients tout en continuant à soutenir des références comme le cognac 1738 qui recrute activement. Donc il faut prévoir des hausses de dépenses en marketing. Objectif à moyen terme et croissance à long terme. Le groupe a retiré ses objectifs à moyen terme, notamment une marge de 33% en raison de l'incertitude liée aux tarifs douaniers et de la faible visibilité. Moi, je ne vois pas l'intérêt de faire des plans à moyen terme dans un environnement aussi incertain, mais bon.
Eric Vallat a toutefois réaffirmé le potentiel de croissance à long terme, notamment en Chine, où les spiritueux importés ne représentent que 1,2% de la consommation totale, malgré une croissance de 11% sur 20 ans. Aux États-Unis, une reprise massive est anticipée dès que le déclic se produira grâce à des stocks sains. Andrea Piscassi de Bank of America a interrogé sur un consensus de croissance à long terme de 6%, ce qu'Eric Vallat n'a ni confirmé ni affirmé, soulignant les difficultés de prévoir dans un contexte actuel. Ouais, non, 6%, à mon avis, pour l'instant, ça reste. Alors, à long terme, pourquoi pas? Il faut se rappeler que Pernod Ricard, par exemple, sur son long terme, il vise 5 à 7% de croissance. Donc, c'est à peu près aligné, c'est aligné avec ce que vise Rémi Cointreau. Mais en réalité, moi, je pense que structurellement, on sera plus proche du 3 à 4%, vu le changement des tendances de consommation. Flux de trésorerie et investissement stratégique. Luca Marotta a détaillé les ajustements de contrats d'UDV au devis avec un engagement futur réduit à 560-600 millions d'euros contre 660 millions précédemment. Cela devrait générer un bénéfice de trésorerie de 20 à 30 millions d'euros dès la première année. Et c'est bien le problème des spiritueux, du cognac, c'est que vous regardez, il n'y a pas de free cash flow. En fait, tous les free cash flows sont mangés par les dépenses en capital qui sont élevées pour investir dans mes stocks stratégiques qui, en plus, on va dire, maturent sur la très longue durée, hein. Vous avez 5 à 10 ans de maturation. Évidemment, ces stocks stratégiques, après, heu, ils ont un coût puisque, avec les taux d'intérêt élevés, le stockage coûte très cher, donc votre BFR augmente en plus. Donc, c'est le vrai problème, hein, des spiritueuses, il n'y a pas de free cash flow. Le niveau d'investissement stratégique pour 2025 est estimé entre 90 et 100 millions d'euros, un chiffre qui pourrait diminuer légèrement à long terme. Concernant le CAPEX, un niveau normatif de 50 à 60 millions d'euros est jugé suffisant, même en cas de sacrifice, sans compromettre l'ADN du groupe. Niveau de stock et approvisionnement. Les stocks mondiaux restent sains, avec environ 4 mois d'approvisionnement aux États-Unis, malgré les déplétions faibles. En Europe, le niveau varie entre 2,8 et 3 mois, tandis en Chine, ils sont jugés adéquats, notamment pour le club, donc une de leurs marques. Concernant l'approvisionnement, Eric Vallat a noté une réduction de la productivité par hectare de 14 à 7 hectolitres et un non-exercice de certains droits de plantation. Ça, c'est dommage, hein. Baisse de la productivité. Pour l'instant, ça n'a pas d'impact vu qu'on stocke et on n'arrive pas à écouler les stocks. Mais s'il y a une reprise, en revanche, eh bien, on va perdre des parts de marché. Cependant, le groupe reste confiant dans sa capacité à soutenir la croissance future de Rémy Martin grâce à ses stocks et ses contrats avec les viticulteurs. Dépenses marketing et efficacité. Les dépenses marketing représentent 20% des ventes avec une répartition équilibrée entre below the line et above the line. Et une part croissance du digital, 60% de dépenses above the line. Alors, qu'est-ce que ça veut dire below the line? Ce sont des dépenses marketing qu'on ne peut pas, dont on ne peut pas mesurer le retour sur investissement. Donc, plutôt, on va dire, un effet, de d'awareness, on peut dire en anglais, auprès du consommateur, voilà, pour lui faire, heu, lui rappeler que la marque existe. Donc ça c'est des dépenses, qui sont quand même nécessaires. En tout cas, dans le secteur, il y a des fortes dépenses marketing, hein, vous regarderez, c'est souvent autour de 15 des ventes, le marketing. Et donc below the line, ça en fait en partie et après l'autre above the line, c'est quand on peut mesurer, heu, les impacts, facilement. Donc ça va être du marketing plus direct, hein, sur point de vente, par exemple. Donc parti pareil, c'est une bonne partie de c'est une grosse dépense de marketing. L'efficacité est plus facile à mesurer pour les actions below the line et digital. Donc alors below the line, c'est plutôt, moi je pense que c'est une erreur là, je pense que c'est above the line. Les petites marques et les marchés fort potentiels reçoivent une part proportionnellement plus élevée car un minimum d'investissement est nécessaire pour émerger. Ouais, en fait, tant que la marque est inconnue, on peut pas mettre, marginalement, de la publicité. Il faut matraquer la marque pour qu'elle soit enfin, à l'esprit du consommateur et après on peut peut-être réduire la l'investissement. En Chine et aux États-Unis, les dépenses ont été rationalisées pour plus d'efficacité, tandis qu'elles augmentent dans des marchés comme l'Afrique, le Brésil et le Mexique. En fait, la Chine et les États-Unis, effectivement, c'est là où on dépense le plus en marketing parce que c'est là où la concurrence est le plus rude et donc bien, on peut,
En gros, si on fait pas de dépenses marketing, pareil, les ventes vont se retrouver, diminuées face aux concurrents qui, eux, maintiennent leurs dépenses marketing. Donc là, il y a un risque quand même de perte de part de marché, hein. Ensuite, transition et perspective. Éric Vallat, sur le point de quitter son poste de directeur général, a exprimé sa fierté d'avoir dirigé Rémy Cointreau pendant plus de 10 ans. Il a souligné la résilience du groupe face aux crises, sa fidélité à sa stratégie axée sur la valeur et son adaptation à la tendance du boire moins mais mieux. Ils sont obligés de s'adapter tous. La stratégie en général sur le boire moins mais mieux, c'est la premiumisation et ils sont tous en train de le faire. On voit que Pernod Ricard se sépare de vins de moyenne qualité et ils se ressemblent. Il y a le premium, donc cognac, enfin, premium, trop fait la même chose. Franck Marie prendra la relève en juin 2025 avec une transition préparée en douceur. Eric Vallat reste optimiste quant à l'avenir du groupe, porté par ses marques solides et son positionnement unique. Marie-Amélie Deleuze, présidente, a salué le bilan d'Eric Vallat en affirmant la continuité de la stratégie et la solidité des bases posées pour l'avenir. En conclusion, Rémi Cointreau navigue dans un environnement incertain, on le savait, avec des stocks sains, ça c'est eux qui le disent, des actions ciblées sur les prix et la communication, ils sont obligés de un peu rationaliser tout ce qui est communication, marketing. Pour les prix, ils peuvent pas atteindre, et du coup, ils peuvent pas monter les prix, évidemment, mais s'ils baissent, ils peuvent pas non plus trop baisser. Apparemment, il n'y a pas trop d'impact, il n'y a pas trop de réponse, donc ça va être plutôt une histoire de patience, hein. Ils sont confiants dans une reprise future, notamment en Chine, aux États-Unis. Alors, aux États-Unis, la reprise sera là, mais est-ce que Rémy Cointreau pourra en faire partie s'il y a des tarifs douaniers? Point d'interrogation. Tandis qu'en Chine, là, pour l'instant, ça continue à traîner, et même effet, hein, il y a aussi des tarifs douaniers sur le cognac en Chine, donc pareil, hein, est-ce que la reprise, ils pourront en faire partie? Je ne sais pas. Les tarifs douaniers et la volatilité des changes restent des défis, mais le groupe, sous la direction d'Éric Vallat, Lucas Marotta et Marie-Amélie Deleuze, se prépare à maximiser la valeur à long terme. Bon courage, à mon avis, ça semble compliqué, donc toujours à l'écart du Rémy Cointreau. Je suis même maintenant toujours à l'écart du secteur. Après, il y a des entreprises du secteur qui peuvent valoir le détour, hein. Il y a des entreprises qui continuent à croître assez bien et à prendre des parts de marché. Je pense notamment à Campari, qui se débrouille pas trop mal. Et après, dans un plutôt, c'est pas un pure player, mais c'est des spiritueux et de la bière. Constellation Brands est aussi pas mal aux États-Unis. Les autres marques, c'est plutôt les autres boîtes, grands groupes, c'est plutôt compliqué à mon avis. J'espère que cette revue des questions des analystes de la présentation des résultats de Rémy Cointreau vous intéressait. C'est le cas, mettez un pouce vers le haut et pensez à vous abonner à la chaîne. À bientôt.